8021 candidats des écoles confessionnelles islamiques ont débuté aujourd'hui les examens du baccalauréat du BEPC et du CPE sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable renforce la lutte contre les pollutions des mers. Il a testé avec ses partenaires le plan Polumar au large des côtes de San Pedro. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Écho de Cannes, notre rubrique dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ce sera dans quelques minutes en compagnie de Boris Odilon. Bonsoir Boris, que nous réservez-vous ce soir? Eh bien, bonsoir Maï d'abord. Et pour ce soir, nous aurons les résultats des matchs d'hier et ceux d'aujourd'hui, sans oublier les encouragements de Patrick Mboma à l'équipe nationale du Cameroun et du président Talon aux écureuils du Bénin. Merci Boris, restez avec nous, nous allons vous retrouver dans quelques minutes. Merci. Mais avant, c'est parti ce mercredi 26 juin pour les examens du baccalauréat BPC et du CEPE des écoles confessionnelles islamiques. Les épreuves ont débuté sur toute l'étendue du territoire. 8021 candidats composent. Les différents centres d'examen ont été visités ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Camara à la tête d'une forte délégation. Pagasso Rokoni. Institut Saboufala, école confessionnelle Salah Saleh et l'école confessionnelle Al-Nour d'Abobo, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. La traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. La matière à laquelle on compose aujourd'hui, il y a le commentaire du Coran, et puis l'unicité d'Allah. Je pense que je vais avoir Inch'Allah avec mention. Les DAS qu'on a vus en classe, ce sont les mêmes qui sont venus dans les questions ici. Je pense qu'avec ça, j'aurai le PPC. Dans ces lieux de composition, chefs de centre, examinateurs et surveillants se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Nous avons commencé à 8h20. Les candidats étaient plaisants. On a procédé au contrôle d'abord de leur convocation et ensuite nous avons commencé à distribuer les épreuves. Bon, ils ont commencé avec la sérénité. Des centres d'examen visités par les responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique OESI et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa, l'ESIM, et par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Ce qu'on leur a donné comme conseil, ce que vous connaissez, écrivez. Ce que vous ne connaissez pas, ne regardez pas vos frères ou bien vos amis pour tricher. Et nous avons dit aussi aux examinateurs de bien surveiller les enfants pour ne pas qu'il y ait de tricheries, parce qu'en islam, il n'y a pas de tricherie. Il y a eu du sérieux dans ce que j'ai vu. C'est comme tous les examens que nous avons l'habitude de voir. C'est du sérieux qu'ils ont mis dedans. Je pense que ces représentants de ces différentes structures sont à féliciter pour cette organisation-là. Au total, 8021 candidats, dont 5929 au CEPE, 1759 au BEPC et 333 au baccalauréat repartis dans 112 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. Ailleurs, dans la réserve pour éleveurs Peul de Kachia, dans le centre du Nigeria, une école modèle pour les nomades accueille plus de 800 élèves de la maternelle au lycée. Imaginées par le gouvernement nigérien à la fin des années 80, ces écoles permettent aux enfants d'éleveurs d'accéder à l'éducation. On en sait plus avec Colette Ilboudo et Clément Beaucoup. Bien alignés les uns derrière les autres, les élèves s'apprêtent à entrer en classe. Âgés de 4 à 18 ans, ils sont tous des enfants d'éleveurs Peul, installés dans la réserve de Katia, dans le centre du Nigeria. La particularité de cette école, l'emploi du temps flexible pour permettre aux enfants d'aider leurs parents à s'occuper des troupeaux. Le gouvernement dit que tous les Nigérians, tous les citoyens doivent savoir lire et compter. Ils considèrent que certains enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause des élevages familiaux. C'est la raison pour laquelle ils ont créé cette école nomade. L'école est grande, mais les moyens sont dérisoires. Les 800 élèves n'ont pas de pupitre, pas de chaise ni de stylo. Ils doivent se partager 4 professeurs. Youssouf a 16 ans et est au CM2. Malgré la précarité de l'enseignement, il nourrit de grandes ambitions. Je veux devenir un gouverneur pour aider les gens et améliorer l'éducation. Je veux aussi construire des hôpitaux avec des docteurs pour soigner les gens dans les villages et régler tous les problèmes que l'on rencontre ici.
L'accès à l'éducation des éleveurs Peul est un immense défi au Nigeria. Le gouvernement promet depuis des décennies la construction d'autres écoles adaptées à leurs contraintes, mais les écoles sont rarement construites et quand elles le sont, il manque de tout. La situation est très difficile pour les enseignants. Quand on voit le nombre d'enseignants dans une école nomade, ce n'est clairement pas assez comparé aux autres écoles. Et quand on regarde le nombre de jeunes scolarisés, ça aussi c'est un autre problème. Sur les 10 et 15 millions d'éleveurs Peul que compte le pays, plus de 3 millions d'enfants ne vont pas à l'école. De nombreux jeunes illettrés n'ont pas envie de reprendre les cheptels familiaux. Les statistiques n'existent pas encore, mais le taux de criminalité au sein de la jeunesse Peul a explosé ces dernières années. Beaucoup d'entre eux sont recrutés par des gangs pour voler du bétail ou des kidnappings contre rançon. Une situation alarmante dans un pays où le chômage est grandissant. Le travail informel reste la seule issue pour beaucoup de jeunes. Retour en terre ivoirienne, on s'intéresse au 8e congrès du syndicat national des sages-femmes ivoiriennes. La rencontre se tient dans la commune de Trècheville et s'articule autour du thème « Quel mécanisme pour la profession de sage-femme en faveur de l'éradication de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire ?» Nous Sangaré, Clément Beaucoup. En Côte d'Ivoire, les indicateurs au niveau de la mortalité maternelle et infantile restent préoccupants. Ils sont estimés à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes selon l'Organisation mondiale de la santé. On a noté l'augmentation de décès maternels et infantiles dans toutes les structures sanitaires. Donc on se doit de s'arrêter et de réfléchir sur ce problème qui touche toute la population ivoirienne. De plus en plus, des sages-femmes n'ont pas la maîtrise de la pratique de sage-femme. Quel mécanisme pour la profession de sage-femme en faveur de l'éradication de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette problématique, elles se sont retrouvées au 8e congrès ordinaire du syndicat national des sages-femmes ivoiriennes, SINSFI. Objectif, trouver des solutions en vue de réduire considérablement le taux de mortalité. Ce congrès, nous allons vraiment tout mettre en œuvre avec les collègues sages-femmes pour exhorter nos collègues à bien faire le travail parce que tout dépend de nous aussi. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure qu'on se remette en cause. Les sages-femmes travaillent dans des conditions difficiles. Quand je pense que la répartition des sages-femmes ne se fait pas normalement, à l'intérieur du pays, tu peux trouver une seule sage-femme dans sa maternité. Alors qu'à Abidjan, dans une maternité où il n'y a même pas 30 accouchements, il y a au moins 12 sages-femmes. Le plus souvent, il y a certaines sages-femmes qui viennent à ce métier parce qu'elles n'ont pas trouvé, elles n'ont rien trouvé ailleurs. Donc j'exhorte ces sages-femmes qui arrivent parce qu'elles n'ont rien trouvé ailleurs d'aimer cette profession de sage-femme. Démarré ce mardi 25 juin, les travaux de ce congrès se poursuivront jusqu'au mercredi 26. Sur la table aussi, le toilettage des textes, l'avenir de la profession des sages-femmes et l'élection du nouveau secrétaire général du SINSFI. Ce 8e congrès marque également les 48e années d'existence du SINSFI. L'organisation syndicale vise à défendre les intérêts matériels et moraux des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Un mot d'environnement. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a testé au large des côtes de San Pedro le plan Polumar, un dispositif de lutte contre les pollutions des mers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au moins 15 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées aujourd'hui dans la capitale malgache Antananarivo dans une bousculade survenue lors d'un concert donné à l'occasion de la fête nationale. L'accident s'est produit en fin d'après-midi devant le stade Mahamasina où plusieurs milliers de personnes se pressaient pour assister à un concert. En septembre 2018, une bousculade mortelle avait déjà fait un mort et une trentaine de blessés dans des circonstances similaires à l'entrée de ce même stade à l'occasion d'un match de football entre Madagascar et le Sénégal. À présent, Écho de Cannes.
Bonsoir Boris Odilon. Bonsoir Maï. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Connaissons-nous déjà les premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale? Et oui Maï, on connaît aujourd'hui le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Il s'agit du Nigeria. Dans le groupe B, au stade d'Alexandrie, les Super Eagles du Nigeria ont obtenu la victoire sur la Guinée sur le score de 1-0 et occupent solidement le fauteuil de leader avec 6 points. La Guinée, quant à elle, est troisième de cette poule, mais elle conserve toutes ses chances de qualification. Dans le groupe A, à 17h, l'Ouganda et le Zimbabwe se sont séparés sur le score de 1 but partout. Le dernier match de la journée aura lieu à 20h entre l'Égypte, le pays organisateur, et la République démocratique du Congo. Quels étaient les matchs au programme dans la journée d'hier? Hier, dans le groupe F, il y a eu 2 matchs. Au stade d'Ismaïli, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau par 2-0, quand le Ghana a failli se faire surprendre par les écureuils du Bénin. À la fin du match, le score était de 2 buts partout. Au classement, donc, nous avons dans cette poule F les Lions indomptables du Cameroun qui occupent le fauteuil de leader avec 3 points, suivi du Bénin et du Ghana 1 point chacun. La Guinée-Bissau, quant à elle, a 0 point. Nous allons revenir sur la surprise du Bénin par rapport au Ghana. Là, le Bénin a tenu le Ghana en échec avec 2 buts partout, ce qui a fait la fierté de ce pays. Et oui, les Béninois qui réalisent un très bon début de compétition. Déjà, il faut rappeler qu'ils ont inscrit le but le plus rapide de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 2e minute, grâce à Michael Poté. Et cela leur a valu les encouragements du président Patrice Talon à travers un message publié sur son compte Facebook. Il a dit « Un bon point pris, d'autres étapes à franchir, tous ensemble. Croyons-y et faisons bloc autour de nos écureuils lors des matchs à venir. » Voilà la publication du président Patrice Talon adressée aux écureuils. Très heureux, mais il n'y a pas que le président Patrice Talon. Les Lions indomptables du Cameroun ont aussi rassuré les leurs en s'imposant face à la Guinée-Bissau par 2-0. 2-0, c'est qui a ravi Patrick Mboma, ancien buteur de l'équipe nationale du Cameroun et 2 fois champion d'Afrique. Il a publié sur son compte Twitter un message pour galvaniser ses jeunes frères. Ce message disait « Je suis supporter du Cameroun, je veux qu'il donne le meilleur et cherche à conserver le titre. » Il faut le rappeler, le Cameroun est champion en titre. Je ne cherche pas seulement à les encourager, seulement en cas de victoire. Je crois en eux et mon bonheur est déjà de leur faire confiance. Allez les gars, soyons fiers. Mais c'est quand même drôle qu'ils disent qu'il est supporter du Cameroun. Patrice Mboma, il est camerounais. Il est camerounais. C'est normal qu'il supporte le Cameroun. Ah, mais on a vu des gens qui sont ivoiriens, mais qui supportaient aussi le Cameroun. Alors moi, j'en ai pas encore vu. Hein. Mais les joueurs camerounais, eux non plus, n'ont pas caché leur joie. À la fin de cette belle victoire 2-0, dans les vestiaires, ils n'ont pas boudé leur joie, ils se sont bien amusés. On va suivre maintenant en vidéo comment ils ont célébré cette victoire. On peut le voir, sont de bons danseurs, hein, les Camerounais. Comme les Ivoiriens. Et l'homme du groupe Kif No Beat a eu une histoire un peu particulière avec l'ex-international Didier Drogba. C'est l'histoire d'une montre de luxe qui vaut plus de 100 millions de francs CFA. Vous avez bien entendu, plus de 100 millions de francs CFA. Une Richard Mille tourbillon. Elle appartient à l'ancien international ivoirien Didier Drogba, mais elle est convoitée par un jeune rappeur, Hello, du groupe Kif No Beat. Le reste en images. Le grand frère Drogba et moi, c'est une longue histoire de famille. Je l'ai posté sur mon Instagram. Il fait son atalakou. Que tu es le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Tu es notre légende. En bas, il écrit « Lévier, monte sur ton poignet là. On fait comment ?» Il vient commenter, il me dit « Non, c'est rien. Tu peux passer à la maison quand tu veux. C'est famille. » Direct, il dit dans son WhatsApp. Il dit « Lévier, c'est comment ?» Tu vas aller passer à la maison là. Il dit « Lévier, joue avec moi. » Il était en voyage en fait, il partait en Angleterre. Il était à l'aéroport de Doha. Donc il m'a dit dès qu'il vient au pays, on gère. En fait le Baudreau, la montre là, c'est Richard Mille. C'est pas moins de 150 000 €. Et comme je suis un fanatique de montre, je veux augmenter ma collection. Donc Lévier, tu viens au pays, là, vous savez que c'est à toi. Si tu me donnes, il n'y a pas à vendre. C'est promis, il n'y a pas à vendre. Une blague ou pas?
Je crois que ça ne doit pas être une blague. Didier Drogba va vraiment donner la montre d'une valeur de 100 millions de francs CFA à l'ONU. Quand Drogba dit, il le fait. D'accord, on verra bien. Quels sont les matchs prévus pour demain? Demain, sur le coup de 14h30, on aura Madagascar face au Burundi. Le Sénégal, à 17h, va croiser le fer avec l'Algérie. Et à 20h, le Kenya croise la Tanzanie. Merci infiniment, Boris Odilon. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous retrouver encore demain à nos bonnes heures. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve également demain.